Invité Marion Maréchal Le Pen, je vous dis bienvenue pour votre tout premier grand rendez-vous avec nous. Absolument, j'espère pas dernier. Non, absolument, vous êtes déjà invité avant qu'on commence. Vous faites partie, Marion Maréchal Le Pen, des rares de cette jeune génération à s'être imposée dans le paysage politique français et à le renouveler ou à essayer de le renouveler, pas seulement parce que vous siégez à l'Assemblée nationale depuis 3 ans. En peu de temps, grâce à une formation, disons, pointue et personnalisée, surtout grâce aussi à des dons politiques qui ont été remarqués, vous avez gagné en expérience, en influence au sein du Front National, dans la région PACA que vous convoitez, et puis vous suscitez, c'est vrai, une véritable curiosité dans le pays. Vous avez réussi aussi à éviter les balles que se destinaient en public votre grand-père, dont vous étiez si proche, et votre tante, dont je crois que vous êtes encore proche, épargné par la discorde familiale qui ternit peut-être un moment la dynastie Le Pen et qui affecte le Front National. Vous défendez vos propres idées et vous allez les incarner dans votre campagne pour les élections régionales dans la région PACA contre le républicain Christian Estrosi, qui est le maire de Nice, et le socialiste Christophe Castagnère. Votre campagne commence peut-être ici avec nous. Et officiellement, ça sera le 5 juillet. Mais elle commence ici avec nous, avec Michael Darmon d'ITélé, Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde, qui vous pose la première question. Arnaud. Bonjour madame. Bonjour. Depuis vendredi, le Front National n'a plus de président fondateur. Alors c'est dommage ou c'est tant mieux? Alors non, il a toujours un président fondateur. Simplement, le bureau politique a arrêté les questions, les nouveaux statuts qui allaient être soumis au vote des adhérents en juillet, lors du congrès extraordinaire. Et parmi lesquels, en effet, la présidence d'honneur est supprimée. Alors, vous le regrettez, c'est bien ou... Alors moi, c'était pas tellement d'ailleurs la présidence d'honneur qui, à mon avis, posait un problème, c'était surtout les conséquences de cette présidence d'honneur compris dans les statuts, à savoir qu'elle permettait d'être membre de droit de toutes les instances exécutives du Front National. Et il est vrai qu'on en était arrivé à un tel degré de conflit, d'incompréhension et de rupture de dialogue que ça paraissait extrêmement compliqué que Jean-Marie Le Pen puisse être présent dans les instances exécutives. C'est pourquoi je suis allé dans le sens de Marine Le Pen à ce bureau politique. Après même si j'ai regretté que nous soyons... facilement Après avoir hésité et réfléchi longuement, bien sûr, même si je crois malheureusement que nous n'avions plus d'autre choix vu aujourd'hui l'ampleur du conflit. Je pense, ce que je regrette, c'est qu'on en soit évidemment arrivé là. Je pense qu'il y a eu peut-être des opportunités ratées de permettre une désescalade, si je puis me permettre ce terme. Mais bon, dans l'état actuel des choses... Vous avez mené une négociation durant tout un week-end pour essayer de sortir de la crise, de trouver un accord. D'ailleurs, il avait une négociation qui avait abouti, puisqu'il avait retiré sa candidature en PACA. Lorsqu'on connaît le caractère et la personnalité de Jean-Marie Le Pen, je pense que c'était une concession importante pour lui, qui est restée sans suite, malheureusement, mais qui était de sa part, à mon avis, un geste fort. Vous êtes une des 42 000 adhérents du Front National. Vous allez voter. Est-ce que vous voterez sa suspension? Je vais voter pour cette... Je pense que je vais garder mon vote secret. Je ne sais pas si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. C'est-à-dire que vous hésitez encore, quoi. J'hésite encore, voilà, mais c'est vrai que dans ces statuts, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas uniquement la suppression de la présidence d'honneur. C'est un mélange que vous déplorez. Est-ce que vous déplorez ce mélange? Il y a beaucoup de choses. Je pense que les Français et les adhérents du Front National en particulier savent parfaitement que la présidence d'honneur est comprise. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement... On noie dans les statuts, madame, on noie dans la réforme des statuts l'éviction définitive de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu poser directement la question, comme l'aurait souhaité d'ailleurs Jean-Marie Le Pen? Il y a eu un débat là-dessus. Il y a eu un débat. En effet, moi, spontanément, j'étais peut-être plutôt pour extraire cette question et la mettre à côté, justement pour éviter de mettre, de pas permettre un vote bloqué sur l'intégralité des statuts, parce qu'il y a des choses très positives dans ces statuts. Il y a une modernisation, et c'est vrai que du coup, beaucoup de gens risquent de se prononcer exclusivement là-dessus au détriment du reste des statuts. Après, je le comprends, et finalement, c'est ainsi, mais parce que ça permet, si vous voulez, de pas se concentrer exclusivement sur cette suppression qui, en effet, est un levier de tristesse et qui est douloureux pour l'intégralité des adhérents, mais d'inscrire ça aussi dans une modernisation nécessaire des statuts. Alors il y a tout un chapitre, voire un livre sur Jean-Marie Le Pen qui se termine. Et peut-être la dernière phrase, est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'exclusion de Jean-Marie Le Pen? Non, je pense pas. Je pense pas. Ce serait, à mon avis, un signal extrêmement négatif. Déjà, c'est allé très fort et très loin. Et je dois dire que je pense que ça a été très compliqué pour Marine Le Pen de prendre cette décision. Ça a été certainement aussi douloureux. Je crois que, très honnêtement, supprimer la présidence d'honneur et l'influence de Jean-Marie Le Pen au sein des instances exécutives m'apparaît suffisant. Je crois que c'est pas la peine d'aller jusqu'à l'humiliation de l'exclure du mouvement. Vendredi, Marine Le Pen
a déclaré, je la cite, « Compte tenu des horreurs qu'il a pu dire, objectivement, il aurait pu être exclu. » C'est-à-dire qu'il pourrait être exclu. Pas pour vous, par vous, mais qu'il pourrait être exclu. S'il avait dû être traité comme un adhérent lambda, parfaitement lambda, oui, il y aurait pu y avoir motif d'exclusion. La différence, c'est que Jean-Marie Le Pen n'est pas un adhérent lambda, Mais il est président fondateur du mouvement. Des horreurs qu'il dit lesquelles, vous Oui, savez. écoutez, vous connaissez, ça fait 3 semaines maintenant que le feuilleton dure, qu'on a un échange d'amabilité par médias interposés. On ne va pas refaire toute l'histoire, vous les connaissez. Non, mais vous acceptez tout l'héritage. Les horreurs en question. Plus. Mais là, c'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le sujet. C'est simplement que moi, j'ai essayé au minimum de pas mettre de l'huile sur le feu et de rajouter du commentaire sur les commentaires. Je reviens sur la question de Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce que vous assumez tout l'héritage de Jean-Marie Le Pen qui incarne les 40 ans de l'extrême droite française depuis la fondation Je ne considère pas que Jean-Marie Le Pen soit d'extrême droite. Il s'en est d'ailleurs toujours défendu. Si le Front National était un parti d'extrême droite, je n'y serais pas, comme Marine Le Pen n'y serait pas. Et puis l'extrême droite, ça répond à une définition précise. L'antiparlementarisme, l'autoritarisme et la doctrine basée sur la race. C'est des critères de sciences politiques et objectivement, le Front National ne répond pas à ces critères. Il a eu l'occasion durant toute sa vie de s'exprimer sur ces sujets et il a quand même aussi créé ce parti puisqu'on est président fondateur avec des représentants directs de la tradition de l'extrême droite française. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Il a rompu très rapidement, enfin pas refaire l'histoire d'une Front National. Non, mais juste préciser par rapport à vous et votre génération. On est quand même, maintenant, on est quand même passé à autre chose. Mais bon, on pourrait avoir un très très long débat là-dessus, mais il y a quand même des critères objectifs auxquels le Front National ne répond pas sur l'extrême droite. Mais bon, l'entretien de Rivarol, c'était une rupture avec l'extrême droite. L'entretien de Jean-Marie Le Pen à Rivarol était une rupture avec l'extrême droite. Et précisément, cela a été très fortement condamné et reproché. D'ailleurs, et pendant très longtemps, Jean-Marie Le Pen a été en rupture avec Rivarol. C'est pour ça que c'est d'autant plus incompréhensible. On ne va pas revenir sur. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Non, mais ça, elle a dit, mais la question était légitime. Simplement, aujourd'hui, lorsque vous allez voter certainement pour la mutation, la modernisation de ce parti, au fond, on se demande, pour que ce parti soit normal, est-ce qu'un jour il peut être dirigé par une personne qui ne s'appelle pas Le Pen ? Bah évidemment, bien sûr. Enfin, c'est même permis par la procédure d'élection du président. Le fait est que y a une histoire en effet un peu particulière entre le nom de Jean-Marie Le Pen et le parti. À qui ça donne-t-il des chances ? Ça n'est pas pour autant. Je vais vous répondre. Ça n'est pas pour autant que Marine Le Pen est moins légitime. Hein. Elle a été élue face à Bruno Gollnisch la première fois, puis après, en effet, parce qu'elle était seule candidate. Mais la procédure permet en effet d'avoir d'autres candidats. Est-ce que M. Philippot, dont Jean-Marie Le Pen dit qu'il est le vrai patron du FN, pourrait un jour être patron du Front National, président ? Pourquoi pas, par exemple. Je ne crois pas du tout que ce soit à l'ordre du jour et qu'il le souhaite, car je crois qu'il suit Marine Le Pen, mais pour autant, la procédure le permet. La procédure le permet parfaitement. Ouais. Lui, apparemment, il s'y régale, parce que son obsession, c'est de se débarrasser de Jean-Marie Le Pen, il est en train d'y arriver. Je vais vous dire franchement, je veux bien vous parler de la modernisation, de la démocratisation du parti. Je ne vais pas revenir. Non, mais voilà, je vais pas revenir sur les commentaires des uns et des autres. Ça m'intéresse pas. Il y a un commentaire quand même que vous nous avez fait qui était assez amusant. Vous avez dit, je crois qu'il y a une aristocratie Le Pen. Donc, alors, j'ai pas dit ça, figurez-vous. D'ailleurs, je me suis un peu accrochée avec le journaliste à l'époque, car ce sont pas des mots qui viennent de moi du tout. C'était quelque chose que je lui avais rapporté, que j'avais entendu une fois, et c'était pas tout à fait la phrase exacte. Mais je trouve que c'était en effet un peu prétentieux. Je me serais pas permis de dire ça du tout. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui fait que quand on est un Le Pen, finalement, on est plus appelé à prendre des responsabilités politiques du fait de cette famille, de cette descendance, Non, je crois que la famille Le Pen n'échappe pas à un classique du genre qui veut que les passions des parents se transmettent aux enfants. Et que donc on transmet la passion de la politique aux enfants, et que certains émergent et s'impliquent au sein du mouvement, mais pas plus et pas moins que dans d'autres grandes familles politiques françaises. Une passion dévorante même, parce que c'est quand même assez violent quand même. C'est une passion dévorante, parce que c'est quand même assez violent quand même, la politique au sein de la famille Le Pen. Enfin, pas plus qu'ailleurs, croyez-moi. Je crois que c'est très honnêtement, si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les autres partis politiques, très honnêtement. Allez, vous lancez votre campagne pour présider la région PACA à partir du juillet, et vous dites que vous la voulez moderne, active, dynamique. Le contraire, c'est inquiétant en même temps. Ben ouais, je ne vois pas dire elle est vieillotte, passive et poussive. Bon, moderne en quoi ? Active en quoi ? Dynamique en quoi ? Par rapport à quelqu'un d'expérience comme Christian Estrosi. Déjà, je crois que notre grande force, c'est que nous allons incarner la nouvelle génération politique. Parce que, quoi qu'on en dise, la génération socialiste ou celle même de l'UMP, ce sont les mêmes têtes d'affiche qui ressortent. Une génération qui est un peu sclérosée, qui a du mal quand même à incarner ce renouvellement, justement parce que vous venez de le dire, parce qu'ils ont eu des mandats successifs, avec des bilans d'ailleurs dont on pourrait parler, et qui fait qu'à mon avis, ils incarnent difficilement ce renouveau. Ça va être aussi une question de méthode, une façon de
de mener la campagne. Je pense que nous allons faire beaucoup de meetings de rue, aller là où on ne nous attend pas nécessairement, dans le fond de la ruralité. Actif et soutenu et peut-être respecté par les Niçois. Mais d'accord, mais je vois pas le rapport avec la gestion de la mer de Lille. Je vous dis que ça va être dynamique parce qu'on va être beaucoup sur le terrain, on va aller sur des sujets où on ne nous attend pas nécessairement, avec des formes de campagne qui sont assez originales. C'est quand même un exécutif pour diriger près de 5 millions de personnes, un territoire immense, très reconnu dans le monde. Quel projet vous avez pour cette... Eh bien, nous sommes justement en train de travailler dessus. Je suis en plein dans la logistique de campagne. Les cellules commencent déjà par domaine à réfléchir au programme. Ce qui est sûr, c'est que je pense que nous allons principalement axer cette campagne autour du développement économique, qui est la compétence phare, bien sûr, de la région. Et donc, par conséquent, aménagement du territoire, route, transport, qui est l'une des conséquences, mais aussi la question de l'identité, de la fierté des terroirs, de la mise en avant de tout ce savoir-faire. Quand le maire de Nice dit assez vite, il y a une 5e colonne en France, quand il dit c'est l'islamo-fascisme qui est en train de se développer, vous êtes en décalage avec lui ou il va plus vite que vous? Déjà, ce qui est amusant, c'est qu'ils reprennent les mots d'Émeric Choprade, qui a fait tant polémique à l'époque. Un collaborateur moi, du je Front pense National. que ce que va vraisemblablement essayer de faire Christian Estrosi, c'est de faire de la surenchère à droite. Certainement, d'ailleurs, pour pallier ces retournements de veste idéologiques à répétition, parce qu'il en est quand même... il est resté toujours dans mais ça n'est pas incompatible, manifestement, à l'UMP. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va en effet essayer d'enfermer cette régionale dans un duel entre le Front National et lui, forcément, puisqu'il a été mandaté exclusivement pour ça. Quand même, souvenons-nous qu'il n'aurait pas été candidat si je n'avais pas été candidate. C'est pour lui un tremplin vers les primaires. La région n'est pas une fin en soi. Il avait même d'ailleurs dit que la région ne servait à rien. Mais il n'est pas en train d'assécher vos propres arguments? Non, parce que moi, je ne vais absolument pas rentrer dans cette surenchère. Je trouve ça grossier. J'ai une ligne qui est la même depuis toujours. Je n'ai pas besoin d'en faire des tonnes pour me justifier. Les propos que vous avez cités et qu'il a utilisés, inspirés peut-être, comme vous dites, de quelqu'un qui était au Front National, vous les prenez à votre compte aussi? Non, parce que je crois que le terme il n'y a pas de 5e colonne, il n'y a pas d'islamo-fascisme. Si, mais l'islamo-fascisme ne veut rien dire. Le fascisme est un nationalisme et l'islamisme est justement né sur la mort des nationalismes arabes. Donc ce terme ne veut rien dire. Voilà, c'est un terme, c'est de la communication, mais ça ne veut rien dire à proprement parler. C'est l'internationalisme. D'autoritarisme, certes, mais ça n'est pas de l'islamo-fascisme. Ça, c'est plutôt une expression assez stupide. Si on revient sur votre programme, vous avez parlé de vouloir faire de PACA une Californie française. Mais la Californie, c'est la high-tech, mais c'est aussi à San Francisco, l'émancipation des gays, c'est beaucoup de latinos qui arrivent, c'est l'agriculture. Donc c'est très ouvert, très tolérant. C'est votre modèle? Non, mais c'est une formule. Ça ne veut pas dire qu'il faut reprendre. Non, mais ça veut dire qu'il faut reprendre l'intégralité de ce qui se fait en Californie pour la simple et bonne raison que de toute façon, on n'est pas du tout dans la même structure et le même fonctionnement. Donc c'était un choix. Mais le modèle de tolérance californien ne vous plaît pas? Non, mais c'est pas ça. C'était pas ça du tout le sujet. Le sujet, c'était de dire voilà, l'avenir qui s'offre aujourd'hui à la PACA, en l'état actuel de la gestion et des choix qui s'offrent à elle, c'est de devenir d'une certaine manière soit les favelas de la Méditerranée, puisque c'est le réceptacle justement, entre autres, de toute cette immigration clandestine. Est-ce que c'est en chemin? Malheureusement, c'est en chemin, bien sûr, de plus en plus, et on le voit notamment à Nice, à Menton, voilà, où on a des passages massifs de clandestins de plus en plus, avec des tentatives plutôt fructueuses la plupart du temps, il faut le dire. Si on revient sur la high-tech quand même, sur la Californie, je vous réponds. C'était une formule, si vous voulez, pour vous expliquer qu'il y a un choix à faire, que c'est une région qui a un potentiel fabuleux, qui a le climat pour elle, la beauté des paysages, qui est géographiquement, beaucoup de machos, etc. Pardon, vous en parlez comme région, c'est quand même une des régions les plus je vous dis performantes. Elle n'est absolument pas dans l'intégralité de son potentiel. C'est une région qui est très fracturée, ça a été rappelé. Il y a des territoires riches, mais il y a aussi des territoires très pauvres. C'est l'une des régions les plus en insécurité de France. Il y a un chômage plus important aussi que la moyenne dans un certain nombre de territoires. Non, c'est pas une région qui est optimisée au maximum. Et la voie qu'elle prend, malheureusement, à mon avis, est assez triste. Donc c'est pour ça que c'est une formule, si vous voulez, pour assez marquante. Une formule, voilà, donc creuse. Nous nous retrouvons avec vous, Marion Maréchal Le Pen, dans un instant. Première pause. Et surtout, Marion Maréchal Le Pen, merci d'être avec nous pour votre premier grand rendez-vous. Dans les tout prochains jours, la Grèce devra rembourser 1,6 milliard au FMI. Elle n'a pas un sou. Elle est au bord de la faillite. Est-ce qu'il faut qu'elle sorte de la zone euro? Ça fait 5 ans que ce feuilleton dure. 5 ans que la Grèce est en acharnement thérapeutique, que le FMI, la BCE, l'Union européenne, à force de chantage d'ailleurs, d'ultimatum, de négociations un peu forcées, il faut dire, lui impose ses recettes
Des recettes d'ailleurs qui étaient appliquées par le gouvernement précédent, disons-le, sans aucun succès, puisque le chômage, la pauvreté n'a fait que augmenter inexorablement. Je crois qu'aujourd'hui, en effet, si la Grèce veut sortir de cette spirale infernale d'esclavagisme pour dette et retrouver les manettes, je crois que ce gouvernement n'a pas d'autre solution que de sortir de l'euro. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le problème est moins économique que politique. C'est-à-dire que cette bataille, elle est évidemment sur cette question-là, parce que ça créerait un précédent. Et si précédent de sortie de l'euro il y a, peut-être l'idée pourrait-elle germer de façon encore plus rapide chez un certain nombre d'autres pays. Mais vous pensez que c'est ce qu'il faut faire pour la Grèce et les Grecs par cette monnaie. Il faut sortir, il faut sortir de la zone euro. Question de Michael. Vous êtes pour la sortie de l'euro de la Grèce ? Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, de plan de renflouement en plan de renflouement, on voit bien la totale inefficacité de cette politique. De surcroît, on voit bien que les recettes d'austérité, c'est-à-dire augmentation massive de la fiscalité, privatisation des services publics, vente des bâtiments publics, ne fonctionnent pas. C'est pas décidé encore, c'est justement ce que Tsipras ne veut pas faire. Oui, sauf que le problème, c'est que ça a déjà été appliqué par le passé. On demande simplement au gouvernement de Tsipras de continuer et d'accélérer, mais c'est des recettes qui étaient déjà appliquées depuis un certain nombre de temps déjà. Pourquoi votre parti avait salué l'arrivée de Syriza au pouvoir en janvier ? C'était surtout, je crois, sur le signal de contestation de l'Union européenne, de mettre le pied, si vous voulez, dans la porte Donc ce serait une bonne chose si la Grèce sort de l'euro, la zone euro explose. Je crois qu'il n'y aura malheureusement pas de salut au sein de la zone euro pour la Grèce. Voilà, on va aller de plan de désendettement en plan de désendettement sans succès. Et si elle veut aujourd'hui retrouver des marges de manœuvre et pouvoir appliquer d'autres solutions, il faut évidemment qu'elle sorte de l'euro. Et là, ce qui est choquant, pardonnez-moi, laissez-moi finir. Ce qui est choquant, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui a été démocratiquement élu, dont la BCE, le FMI, l'Union européenne tentent de faire totalement fi, du choix démocratique et des choix qui ont été faits même économiquement à travers ce vote. Et il y a une volonté d'étrangler même financièrement la Grèce pour la faire céder. Donc vous dites que le Front National aujourd'hui soutient Syriza et Tsipras. Un exemple quand même sur quelque chose qui est assez scandaleux. Le fait quand même que la BCE ait gagné 1,9 milliard d'euros sur la vente des obligations grecques. Il y avait eu promesse faite au gouvernement de Tsipras que cet argent reviendrait en Grèce et qu'à la mi-mars, sans justification, ils ont dit niet. Voilà. Donc manifestement, il y a véritablement une pression qui est faite sur le peuple grec qui est la BCE très antidémocratique. N'arrête pas d'alimenter la Banque centrale grecque. Alors pourquoi être revenu sur cette promesse alors ? Vous dites, elle l'arrêterait. Vous dites que le Front National n'hésiterait pas pour ce qui le concerne et que la France serait encore plus forte si elle sortait de l'euro, ou vous êtes en train d'évoluer à partir peut-être de l'échec de la Grèce? Non, on n'évolue pas, on ne se positionne pas par rapport à la Grèce, puisque nous avons toujours dit de toute façon que l'élargissement de l'Union européenne vers ces pays était une erreur dès le départ. Mais revenons sur l'euro. Est-ce que la France doit sortir de l'euro ? Oui, la France doit sortir de l'euro pour une raison qui est évidente, c'est qu'aujourd'hui cette monnaie reste inadaptée, que même si l'euro a baissé sans le cataclysme annoncé, parce que ça fait des années qu'on nous explique qu'une dévaluation de la monnaie serait cataclysmique pour l'économie, l'euro a baissé. Donc, tout le monde la défend. Oui, maintenant, mais pendant des années, on a défendu, on a justifié l'euro fort. Est-ce que vous êtes suivi par les Français ? Parce que en 2010, un tiers voulait sortir de l'euro. En 2015, un quart seulement. Est-ce que vous pensez que votre campagne pour la sortie de l'euro de la France est suivie par les Français, alors que les sondages de l'euro? Je pense qu'il y a une évolution. Non, mais ça régresse. Moi, je pense qu'il y a une évolution et je vais vous dire pourquoi. De toute façon, Edgar Faure disait c'est un grand tort que d'avoir raison trop tôt. D'une certaine manière, c'est vrai. Je crois que sur la question de l'euro, nous avons raison trop tôt, comme nous avons eu raison trop tôt sur l'immigration il y a maintenant des années. Mais attendez de voir les résultats. Éventuellement que la Grèce sorte de la zone euro et des conséquences que ça aurait pour les Grecs et la Grèce. Le problème, c'est que là, on paye l'absence de sortie concertée. Ça veut dire que comme l'euro ne fonctionne pas structurellement, on se retrouve avec des sorties chaotiques de l'euro. C'est ce que nous allez faire campagne justement dans une région où l'économie, comme vous dites, est très importante. Les Français ne veulent pas sortir de l'euro. Comment pouvez-vous être en phase avec votre discours et ce que veulent les Français? On n'est pas déjà les régions, il n'y a pas de question de sortie de l'euro au niveau des campagnes régionales. Je parle de développement économique, donc le fait de le faire avec l'euro. Ensuite, nous ne sommes pas un parti électoraliste. Ça veut dire que nous, on ne fait pas de la politique sur les sondages. C'est pas parce que les Français pensent ci ou ça à un moment. Justement, nous avons des convictions et nous cherchons à convaincre les Français que ces convictions... L'enjeu est quand même de les écouter aussi. Les convictions sont les bonnes. On peut aussi les convaincre, bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous les écouterons, parce qu'il y aura un référendum sur le sujet. Donc on ne veut pas leur imposer, on veut les convaincre et leur proposer. On rappelle, un référendum après l'élection présidentielle, si Marine Le Pen est élue. Absolument. Et je crois, si vous voulez, qu'il faut être sincère avec les Français sur la question de l'euro. C'est-à-dire qu'il y aura certes un certain nombre de désavantages,
il faut le dire. C'est quoi Sur la question notamment de l'épargne, pas de l'utilisation de l'épargne franco-française qui est celle d'une majorité de Français où ils ne verront pas la différence, sauf hyperinflation, mais qui est très peu probable. Quelles conséquences parce encore il y a une partie seulement des biens qui sont importés, une petite partie, et de surcroît, on peut éviter cette hyperinflation par des mesures politiques, notamment sur le prix du pétrole ou des choses comme ça. Mais il y aura une variation sur l'épargne. Excusez-moi, en dévaluant, on peut. Qu'est-ce qu'on peut éviter sur le prix du pétrole ? Si tout d'un coup l'euro France casse la figure, le pétrole va être beaucoup plus cher. Une immense majorité du prix du pétrole relève de taxes sur lesquelles l'État a évidemment un pouvoir décisionnaire important. Non, mais alors laissez-moi finir. Simplement sur la question de l'euro, parce que c'est technique. Oui, justement. Il faut que j'ai juste une minute. Allez-y. Donc, en revanche, l'épargne qui aura une utilisation européenne, il pourra y avoir une différence, évidemment, en fonction des taux de change. Et idem avec le dollar. Mais il y aura en parallèle des avantages considérables, c'est-à-dire un effet quasi automatique et structurel de compétitivité pour nos entreprises, qui va être évidemment très important, puisque l'économie, de fait, va être beaucoup mieux adoptée. Vous pensez que les Français vont être joyeux parce qu'ils vont voir que leur épargne va être touchée, mais que comme la compétitivité va augmenter, ils vont vous suivre? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les Français seront forcément heureux, déjà parce qu'une immense majorité d'entre eux ont une utilisation franco-française de leur épargne, donc ne verront aucune différence. Et que évidemment, en cas de retour de la compétitivité, il y aura de la création d'emplois, il y aura de la création de richesses, il y aura des salaires qui vont pouvoir augmenter. Donc par conséquent, je pense qu'en effet, ils se satisferont de cela. On passe à un autre sujet. Les migrants, ils sont en surnombre en ce moment à Calais, qui pourrait être la région de Marine Le Pen et Xavier Bertrand. À Paris, on en voit en ce moment et qui ne savent pas où être logés, dans le Midi, venant d'Italie. Qu'est-ce que vous feriez, vous, face à ce qui est en train de se passer à Vintimille et à Menton? Oui, nous sommes en train de payer les conséquences, ou plutôt l'absence, les conséquences de la politique européenne, ou plutôt de l'absence de politique européenne, puisque pourquoi l'immigration clandestine aujourd'hui prend de telles proportions? Donc dans certains cas, vous avez besoin de l'Europe. Non, justement, je vous dis l'inverse. Je crois que c'est justement les choix européens sont tout à fait dramatiques en la matière, puisque ce que vous venez de nous dire, c'est l'absence de politique européenne fait que les immigrés rentrent n'importe comment et que ça se passe bien. Donc c'est trop peu d'Europe qui fait que ça marche pas. Il y a un double phénomène. Il y a le fait qu'en effet, il y a une absence totale de frontières européennes qui n'a jamais été décidée, qui n'est pas voulue de toute façon, et qui, à mon avis, est tout à fait utopique, parce qu'il est impossible de mettre 28 pays autour de la table sur cette question qui soit en accord. Schengen, ça n'existe pas. Sur les choix à faire venir. Schengen, si, ça existe, ça permet la libre circulation. Mais en revanche, il n'y a pas de frontières aujourd'hui de contrôle véritablement aux frontières européennes. Ma question, c'est qu'est-ce que vous feriez de ceux qui sont là j'allais vous répondre, mais comme vous me posez des questions un coup l'un un coup l'autre, je fais du ping-pong. Vous jouez pas mal. Le choix fait par l'Union européenne est mauvais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une opération militaire qui a été mise en place, qui va se superposer à Frontex, qui est déjà totalement sous-budgété d'ailleurs, qui va étendre le système Mare Nostrum italien. Vous savez, ce système qui a été choisi par les Italiens, qui est d'aller chercher les bateaux en mer, de les ramener sur la côte. Seuls les Italiens faisaient ça. Il a été fait le choix aujourd'hui d'étendre cela à l'intégralité des pays européens dans la Méditerranée. Donc évidemment, ce qui a engendré l'appel d'air massif de ces migrants clandestins va être décuplé, bien sûr, puisque ça facilite les réseaux criminels. De la mer. Si des gens se noient, il faut les secourir. C'est le droit international bien sûr, de la mer. Mais moi, je ne suis pas pour vous dire de les laisser mourir. Je suis en train de vous dire qu'il faut évidemment aller les sauver, mais les ramener sur leur port d'origine. Parce que ce qui est en train, c'est ramener sur les ports d'origine. Ce qui est en train de se passer, je vous explique, c'est qu'aujourd'hui, les gardes-côtes libyens sont corrompus, puisqu'évidemment, merci Sarkozy, la Libye est totalement chaotique. Que ce qui est en train de se passer, c'est que Kadhafi serait resté au pouvoir. Les passeurs envoient des fusées de détresse avant même l'envoi des bateaux, forcent d'ailleurs un certain nombre de migrants à l'arme à poing à monter dans ces bateaux qui sont évidemment dans un état catastrophique, parce qu'ils savent évidemment que l'Union européenne va venir les sauver et les ramener. C'est évidemment totalement hypocrite et scandaleux. Une forme de fermeté, plus qu'une forme de fermeté cette semaine, notamment à Paris. Est-ce que vous êtes d'accord avec la politique menée par le gouvernement sur cette question? Non, mais qu'il faille répondre en effet à une occupation illégale du territoire à travers ces camps, ça me paraît évidemment logique. Mais c'est là où je peux avoir un point d'accord avec les associations qui se sont opposées, c'est totalement hypocrite. Voilà, parce que la vérité, c'est que ces camps ne sont seulement que déplacés.
aucun de ces clandestins, ou presque, ne sera véritablement sorti du territoire français. Non, mais ils ont droit à l'asile. 100 d'entre eux ont fait des demandes d'asile, il y en a qui viennent d'Érythrée, ils ont juridiquement droit à l'asile, donc c'est normal de les accueillir. Il y a plusieurs formes. Il y a ceux, en effet, il y a les familles déjà, les femmes et les enfants. Les enfants, de toute façon, vont être scolarisés, vont être logés, donc ils deviendront de fait inexpulsables, puisqu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, s'ils ont droit à l'asile, est-ce qu'il ne faut pas leur donner l'asile? C'est ma question. Est-ce que des gens qui relèvent de la Convention de Genève sur l'asile ont droit à l'asile en France? Eh bien, l'asile, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en effet, une partie seulement ont fait un droit de demande d'asile, donc ils sont partis pour être 9 mois de procédure. En France, une majorité de ces demandeurs d'asile sont déboutés, puisque l'asile, c'est un asile politique, c'est pas un asile économique. Et le problème, c'est qu'une grande partie viennent pour des raisons économiques de fait. Non, les Érythréens, c'est l'asile politique. Mais ils ne seront, oui, mais en réalité, la France déboute une grande majorité des demandeurs d'asile, et à juste titre. Mais le problème, si vous voulez, c'est que, et la Cour des comptes l'a relevé, une infime minorité quitte véritablement le territoire une fois qu'ils sont déboutés. Qu'est-ce que vous décideriez? C'est ça que je veux savoir. Eh bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut en effet que tous ceux qui sont déboutés du droit d'asile, ou qui ne le demandent pas, parce qu'une partie ne le demande pas volontairement, parce qu'en réalité, ils veulent traverser vers l'Angleterre. Donc, ils ne veulent pas être mis justement dans des logements de demandeurs d'asile. Eh bien, il faut qu'ils soient véritablement sortis du territoire français, mais surtout en parallèle. Attendez, envoyés au port d'arrivée en Italie, ou renvoyés et accompagnés chez eux en Afrique. Et pour ceux qui sont arrivés sur le territoire français et qui ont réussi à traverser la Méditerranée, ils doivent être ramenés dans leur pays d'origine, sauf s'ils répondent aux critères des demandeurs d'asile. Et il faut bien sûr couper les appels d'air, puisque évidemment, entre les centres d'accueil, l'AME, la CMU et l'ensemble des aides, tout cela évidemment est extrêmement... Si vous présidiez la région PACA dans quelques mois, est-ce que vous créeriez, comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, des centres d'accueil, même provisoires, pour ceux qui arrivent et qui sont dans la région PACA? Non, parce que justement, je veux que cette région soit un frein à cette politique que je trouve folle. Alors évidemment, de toute façon, on respecte la loi française, mais on n'est pas obligé d'aller dans ce sens et d'aller encore plus loin, bien sûr. Jean-Marie Le Pen a fait le procès du Front National et de sa ligne politique vendredi, en disant qu'il était trop à gauche, selon lui. Est-ce que vous partagez ce diagnostic ? Non, je pense pas. Je pense que c'est assez caricatural, et je vois pas d'ailleurs sur quoi il se base pour dire cela. Moi, je crois qu'il y a une vraie continuité. La différence, en revanche, c'est que le Front National s'adapte. Il y a une époque où le Front National était plus libéral. Non, mais j'allais y venir. Le Front National a 40 ans d'existence. Je veux dire, on ne peut pas demander à un parti politique en 2015 d'avoir le même programme économique ou social qu'un parti qui a été créé dans les années 70, pour la simple et bonne raison que les défis ne sont pas les mêmes. Les années 70, c'est les plaies béantes de la guerre d'Algérie, c'est la menace de l'hégémonie communiste, c'est un contexte de guerre froide. C'est ce qui fait mettre Jean-Marie Le Pen en enseigne toutes les chapelles de l'extrême droite. C'est l'immigration. C'est le début des choix faits aussi par la droite, après sur le regroupement familial ou des choses comme ça. L'abandon total d'ailleurs du RPR, du programme du RPR jusqu'à présent. Mais c'est normal qu'il y ait une adaptation. Je veux dire, ça me paraît pas délirant. Mais jusqu'à présent, vous ne nous avez pas expliqué pourquoi Jean-Marie Le Pen a cette attitude à l'égard de Marine Le Pen, sa fille. Attendez, simplement, est-ce que comme elle le pense et comme il le dit lui, et apparemment il le veut, il souhaite qu'elle n'arrive pas au pouvoir? Non. Il fera tout ce qu'il peut pour qu'elle n'arrive pas, elle, au pouvoir. Comme je vous avais dit en début d'émission... Et dites-nous la vérité, comme depuis tout à l'heure. Je vous dis la vérité. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, moi, j'ai pas envie de revenir sur les commentaires. Je suis pas l'avocat de Jean-Marie Le Pen. On parle pas des commentaires, là, on parle je suis pas l'avocat de Jean-Marie Le Pen. Vous êtes le Front National. Donc on est en train, au fond, de vous empêcher d'arriver, si c'était possible, un jour ou l'autre, vous et votre équipe et votre tante à l'Élysée. Je ne suis pas l'avocat de Jean-Marie Le Pen. Je ne veux pas parler en son nom. De fait, s'il doit se justifier ses propos, il doit le faire lui-même. Mais je ne crois pas du tout qu'il ne souhaite pas que le Front National arrive au pouvoir. Ce serait totalement incohérent. Je reviens sur la ligne. En mars 2014, c'était les sondages, les Républicains, 55% voulaient une alliance pour le FN. Maintenant, on n'est plus qu'à 30%. Les gens de droite ne veulent plus d'alliance avec le FN, et c'est, semble-t-il, c'est la thèse que sous-entend Jean-Marie Le Pen, parce que votre ligne économique, celle de Marine Le Pen, est trop mélenchonisée, elle n'est pas assez libérale. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois déjà que je donne assez peu de crédit, d'ailleurs, qu'il soit favorable ou non au sondage. Il faut quand même savoir une chose, ça change de toute façon tous les mois. Je pense, moi, qu'une grande partie, c'est vrai, des électeurs de l'UMP sont plutôt dans une vraie porosité, plutôt pour les alliances. Le parti des Républicains, on dit toujours l'UMP. Oui, c'est vrai, c'est pas question d'habitude. Vous adaptez là aussi. C'est vrai. Mais néanmoins, je crois qu'il y a
une donnée importante qui est qu'aujourd'hui, Sarkozy, en effet, joue sur cet argument-là de dire c'est le programme économique de Mélenchon. Je crois qu'il n'a jamais lu le programme économique de Mélenchon. Je veux dire, on est très très loin du programme économique de l'extrême gauche qui est pour l'interdiction des licenciements, très bien. voilà, qui est pour plafonner les salaires, qui est pour augmenter la fiscalité des entreprises. Intervention étatique, quand même, Marine. Non, mais on n'est pas, oui, mais pas sur les mêmes choses, pas sur les mêmes choses. Et en l'occurrence, je pense que c'est tout à fait caricatural et c'est que c'est un argument de l'UMP justement pour bloquer cette porosité de l'électorat de droite vers nous. Deuxième pause et nous nous retrouvons avec vous dans quelques instants. Voici la dernière partie du grand rendez-vous avec vous, Marion Le Pen, Maréchal Le Pen. Question, Michaël Darmon. Après quelques jours où il a tenu tête, aujourd'hui Manuel Valls parle de désinvolture et fait sa contrition par rapport à donc, son déplacement au match de football à Berlin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah écoutez, sans grande originalité, qu'évidemment il y a un problème d'éthique, qu'évidemment il y a une forme de désinvolture, parce que dire que c'était une erreur de communication et non pas une erreur morale, c'est assez révélateur finalement de ce qui l'a poussé aujourd'hui à faire cet acte de contrition. Néanmoins, je pense que ça c'est l'écume du problème, c'est-à-dire qu'on a passé 2 semaines sur l'écume. Je veux vous dire qu'il y a des choses, une forme d'écume, mais il y a beaucoup de choses, une semaine. Pardon. Oui. Tout va bien. C'est dimanche matin. 5 jours, tout va bien, on continue. Je crois qu'il y a des choses beaucoup plus graves à reprocher à Manuel Valls, qui aurait, à mon avis, dû susciter au moins autant d'indignation et au moins autant de temps médiatique. Je pense notamment, sous d'ailleurs son impulsion à la loi renseignement votée au Sénat. Qui permet de mieux protéger les Français. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Mais si on peut en parler, mais je veux dire, c'est surtout la toute-puissance du renseignement français, avec des champs d'action extrêmement flous, extrêmement larges, sans aucun contrôle du juge, mais avec la simple signature. Il y a eu un débat à l'Assemblée, au Sénat, etc. Oui, mais qui est fondamental. Qu'est-ce que vous lui reprochez encore ? L'autre chose qui, à mon avis, aurait dû aujourd'hui susciter beaucoup d'indignation, c'est l'absence totale de réponse à la menace terroriste. Ça veut dire qu'on a quand même eu le droit à un grand discours. C'est la loi sur la sécurité. Attendez, vous êtes en contradiction. Vous nous dites on répond pas à la menace terroriste, et là on a une loi qui justement est faite pour ça. Non, mais ça c'est ce qu'on a expliqué aux Français. Déjà, d'une chose, le terrorisme est une infime part de cette loi. Les champs d'action vont beaucoup plus loin, y compris d'ailleurs jusqu'au risque du renseignement politique. Mais vous ne pensez pas que s'il n'y a pas d'actes terroristes en ce moment en France, c'est justement qu'il y a une vigilance et de l'efficacité des services de sécurité, peut-être du gouvernement ? Qu'ils soient efficaces, c'est une chose, mais je pense que c'est une solution très partielle, pardonnez-moi. Mera, Nemouche, Kouachi, Koulibaly, tous étaient fichés. Il pourrait y en avoir davantage. Tous. Ils étaient tous répertoriés. Voilà. Donc dire mais il y en a dont on a dû arrêter les écoutes. Pas d'action suffisante contre le terrorisme. Dire que c'est la solution, c'est faux. Moi, je trouve qu'il y a une absence totale de réponse. On a eu un discours grandiloquent à l'Assemblée nationale. Ça a été l'ovation, l'UMP, le PS. Tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé. Mais pourquoi ? La seule chose qui a été annoncée, pardonnez-moi, c'est un grand plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Moi, je veux bien, mais déjà, c'est expliqué aux Français qu'en gros, s'il y a du terrorisme en France, c'est parce qu'ils sont racistes, parce que c'était pas la lutte contre le racisme anti-français, anti-blanc ou la christianophobie. Et pourtant, c'est ce dont on parle aujourd'hui, pardonnez-moi. Et pourtant, les Français, quand on les interroge, ils plébiscitent Manuel Valls, ils se gardent l'image de lui d'un bon Premier ministre. Aujourd'hui, on voit IFOP, JDD, la majorité des Français pensent toujours que le Premier ministre doit jouer un rôle important à l'avenir, il se fait pardonner sa mésaventure. Le titre est fabuleux. Le titre est en totale contradiction avec les sondages. 59% voudraient qu'en dépit de son voyage à Berlin, il peut gouverner, son action ne sera pas gênée, etc. Le Premier ministre n'incarne pas une politique de fermeté qui fait consensus en France. Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que le Premier ministre est tout à fait décrié. Je crois qu'en effet, il est assez doué, d'ailleurs sur le même modèle que Nicolas Sarkozy, pour faire de l'agitation médiatique et pour froncer les sourcils, mais qu'en réalité, derrière, il ne se passe rien. Sur la question du terrorisme, indépendamment de la question migratoire, j'ai vu qu'il y avait avoir un colloque organisé sur la question de l'islam, un peu comme l'ont fait les Républicains. Chez Bernard Cazeneuve. C'est extraordinaire d'ailleurs, les Républicains qui sont passés de l'islam en France à la place des religions, à huis clos, enfin voilà, comme d'habitude. J'entends que ce colloque... Vous devez peut-être en faire autant, réfléchir sur la question. Mais nous y réfléchissons beaucoup et nous avons des propositions d'ailleurs. J'entends que les socialistes vont faire ce colloque pour entendre un peu plus encore les doléances des représentants musulmans. Je pense qu'on fait ça toute l'année, moi, écouter leurs doléances. Mais bon, je crois qu'il aurait fallu aller... Il y en a assez de ça, il y en a marre. Non, mais je pense qu'il aurait fallu aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut supprimer l'UOIF,
pardonnez-moi. Ces représentants musulmans qui sont une branche des frères musulmans, c'est-à-dire une branche extrêmement radicale de l'islam et dont l'influence aujourd'hui en France est permise et même soutenue dans les mosquées françaises. Et peut-être faudrait-il réfléchir, et là c'est une idée lancée, mais qui m'apparaît quand même importante, parce que c'est bien de répondre aux doléances, il faut aussi avoir des exigences. C'est celle, pourquoi pas, de faire signer une charte à tous les imams qui souhaiteraient prêcher en France, une charte avec des points fondamentaux, non négociables, qui serait celle de reconnaître la liberté d'expression, c'est-à-dire de pouvoir critiquer toutes les religions, y compris l'islam, égalité homme-femme, défense des principes démocratiques, supériorité, non, bien sûr que non. Supériorité de la loi française et de la Constitution française sur la loi islamique et donc sur la charia. C'est compris dans le cadre de la formation, le projet de la formation des imams. Il faut quelque chose de public. La liberté de religion, c'est-à-dire la possibilité de sortir de l'islam, qui aujourd'hui punit de mort dans les textes. Un serment des imams public, devant la République. Voilà, que les imams qui souhaitent prêcher en France signent cette charte de façon publique, que les fidèles en soient informés et que ceux qui refusent de signer cette charte, eh bien, ne puissent pas prêcher en France. C'est à la République de faire évoluer l'islam. Je crois que c'est la République d'avoir des exigences, voilà, pour que la religion se plie aux exigences de la République. Et je crois que ceux qui s'y refusent, vu la gravité quand même du refus des points fondamentaux, eh bien non seulement qu'ils ne puissent pas prêcher, mais pour les étrangers, soient sortis du territoire. Est-ce que l'islam politique est soluble dans la démocratie? C'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Je crois, l'islam politique, non. L'islam spirituel, religieux, oui, je le pense, s'il y a des exigences qui sont faites et affichées. Et je pense que ce type d'initiative permettrait de clarifier les choses et justement d'éviter l'emprise d'imams, parfois étrangers, parfois français d'ailleurs, qui sont financés, il faut le savoir, parce que les imams sont payés la plupart du temps par des pays étrangers, notamment le Qatar, notamment l'Arabie Saoudite, qui sont la Turquie, d'autres pays, dans etc. un islam extrêmement radical. Avec justement dans votre région beaucoup d'investissements de ces pays dont vous dites qu'ils pratiquent un islam rigoriste. Qu'est-ce que vous direz? Donc je dis à l'instant même. Non, mais donc moi je dis, mais pardonnez-moi, c'est quand même un petit peu une réalité quand même. J'entends, mais qu'est-ce que vous diriez par exemple à tous les investisseurs très, très présents en PACA, sur la Côte d'Azur, qui sont justement des représentants des monarchies du Golfe? Vous continuez à prendre leur argent ou vous les mettez dehors? Si vous voulez, le problème c'est que ça dépend dans quoi. Je veux dire, qu'il y ait des investissements étrangers de la part de différents pays, pourquoi pas, mais ça dépend dans quoi. Quand ça touche à l'indépendance de la France, ou quand ça touche à un domaine aussi sensible aujourd'hui que la construction, le financement de mosquées, le financement d'imams, ou quand ça touche à des projets... Pas quand ils construisent des mosquées, mais quand ils construisent de grands hôtels, de grandes villas à PACA, ça vous autorisez. Le financement, voilà, mais c'est important. Ou quand ça touche à des projets, comme ça a été le cas à un moment donné, de financement des banlieues françaises, je suis désolée, là non. Là non, en effet, parce qu'il peut y avoir une influence Arnaud politique. Le Parmentier. Est-ce qu'il faut arrêter les soins de Vincent Lambert et le laisser mourir? Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que Vincent Lambert, c'est un cas très particulier. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un grand paralysé. C'est-à-dire que les soins dont vous parlez, ça n'est que l'alimentation et ça n'est que l'hydratation. C'est-à-dire qu'il assimile lui-même la nourriture. Tous les neurologues, tous les grands spécialistes qui l'ont connu, qui ont vécu avec lui pendant des années, se trompent. Vous savez. C'est pas ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. Les seuls soins qu'il reçoit, c'est de l'alimentation et l'hydratation. Mais dans l'état d'inconscient total. Non mais d'accord, mais c'est à vous de décider. En gros, à partir du moment où il n'est pas en fin de vie et qu'il n'est que nourri et alimenté, parce que la décision de la CEDH, c'est quoi? C'est dire demain, on arrête de l'alimenter, on arrête de l'hydrater. C'est-à-dire que Vincent Lambert va mourir de faim. Non, elle autorise la loi française. Elle autorise la loi française à avancer. Mais donc, c'est-à-dire qu'il va mourir de faim et de soif. Bon, je trouve qu'en effet, l'hydratation et l'alimentation ne sont pas des soins. Voilà, ce sont des traitements vitaux. Et je crois que commencer à aller là-dedans, c'est extrêmement Michaël dangereux. Darmon. Par rapport aux échéances qui se préparent, est-ce que pour vous, Marine Le Pen doit être candidate dans la région Nord? Je sais qu'elle a pris sa décision. Je crois qu'elle va l'annoncer bientôt. Ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il n'y a pas de meilleure candidate que Marine Le Pen pour gagner la région. C'est une certitude. Non, mais il n'y a pas de mais. La seule chose qui pourrait la retenir, et je le comprendrais, c'est évidemment le fait de s'ajouter encore 4 à 6 mois de campagne juste avant les présidentielles et puis de rentrer dans ce combat régional juste avant un combat national. Mais vous dites qu'elle y aille. Vous lui dites, vas-y. Moi, je souhaiterais qu'elle y aille parce que je crois que c'est la meilleure candidate et qu'elle est la seule à pouvoir gagner cette région qui est encore, je le crois, encore meilleure que la PACA. Est-ce qu'aujourd'hui, des électeurs peuvent accepter de voir une candidate qui va dire je convoite la région Nord, alors qu'en fait tout le monde sait qu'elle pense à l'élection présidentielle? Est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est moderne ça comme type de campagne? Voilà. Écoutez, moi je pense que tout le monde croit en l'attachement sincère de Marine pour le Nord-Pas-de-Calais, vu l'investissement qu'elle y a eu et vu le basculement quand même historique, pardonnez-moi, qu'elle y a réalisé dans une terre de mission telle que celle-là. Et je crois qu'elle sera sincèrement attachée à ce combat régional.
Pour dire un mois plus tard, je pars à la présidentielle. Non, néanmoins, parce que je pense aussi qu'elle aimerait arracher cette région, justement, à ceux qui ont grandi dans cette là. Si elle a des défaite, si c'est Xavier Bertrand qui arrache la région Nord. Dernière question, et puis on arrête. Maintenant que l'UMP est devenu, ou les UMP sont devenus des républicains, qui sont réorganisés, est-ce qu'ils sont plus dangereux pour vous? Ils ne sont pas réorganisés, ils ont juste changé la devanture, c'est-à-dire le nom. C'est tout. Oui. Mais vous n'avez même pas changé ni le nom ni la devanture. Je crois pas. Nous, on n'a pas changé. On n'a pas changé le nom, mais on a fait évoluer grandement les statuts si c'est voté. En l'occurrence, je crois que non. Je crois que ça changera strictement rien parce que c'est une fois de plus de la communication et qu'aujourd'hui nous sommes face à un choix fondamental qui est celui du retour des souverainetés ou non. C'est le choix absolu et il y a une totale divergence au sein de l'UMP dont il ne se sortent pas. Vous êtes certaine que Marine Le Pen sera présente au second tour de l'élection présidentielle? Je le souhaite ardemment. Non, je le souhaite. Ça patine. Non, pas du tout. On n'est pas sûr. Pas du tout. Je le souhaite ardemment et je pense en effet qu'en l'état actuel des forces, elle a de grandes chances d'être qualifiée dans quasiment tous les cas de figure au second tour. La semaine prochaine, l'invité exceptionnel sera le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Merci d'être venu pour ce premier invité, Marion Maréchal Le Pen. Je vous dis bienvenue pour votre tout premier grand rendez-vous avec nous. Absolument, j'espère pas dernier. Non, absolument. Vous êtes déjà invité avant qu'on commence. Vous faites partie, Marion Maréchal Le Pen, des rares de cette jeune génération à s'être imposée dans le paysage politique français et à le renouveler ou à essayer de le renouveler, pas seulement parce que vous siégez à l'Assemblée nationale depuis 3 ans. En peu de temps, grâce à une formation, disons, pointue et personnalisée, surtout grâce aussi à des dons politiques qui ont été remarqués, vous avez gagné en expérience, en influence au sein du Front National, dans la région PACA que vous convoitez, et puis vous suscitez, c'est vrai, une véritable curiosité dans le pays. Vous avez réussi aussi à éviter les balles que se destinaient en public votre grand-père, dont vous étiez si proche, et votre tante, dont je crois que vous êtes encore proche, épargné par la discorde familiale qui ternit peut-être un moment la dynastie Le Pen et qui affecte le Front National. Vous défendez vos propres idées et vous allez les incarner dans votre campagne pour les élections régionales dans la région PACA contre le républicain Christian Estrosi, qui est le maire de Nice, et le socialiste Christophe Castagnère. Votre campagne commence peut-être ici avec nous. Et officiellement, ça sera le 5 juillet. Mais elle commence ici avec nous, avec Michael Darmon d'ITélé, Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde, qui vous pose la première question. Arnaud. Bonjour madame. Bonjour. Depuis vendredi, le Front National n'a plus de président fondateur. Alors c'est dommage ou c'est tant mieux? Alors non, il a toujours un président fondateur. Simplement, le bureau politique a arrêté les questions, les nouveaux statuts qui allaient être soumis au vote des adhérents en juillet, lors du congrès extraordinaire. Et parmi lesquels, en effet, la présidence d'honneur est supprimée. Alors, vous le regrettez, c'est bien ou... Alors moi, c'était pas tellement d'ailleurs la présidence d'honneur qui, à mon avis, posait un problème, c'était surtout les conséquences de cette présidence d'honneur compris dans les statuts, à savoir qu'elle permettait d'être membre de droit de toutes les instances exécutives du Front National. Et il est vrai qu'on en était arrivé à un tel degré de conflit, d'incompréhension et de rupture de dialogue que ça paraissait extrêmement compliqué que Jean-Marie Le Pen puisse être présent dans les instances exécutives. C'est pourquoi je suis allé dans le sens de Marine Le Pen à ce bureau politique. Après même si j'ai regretté que nous soyons... facilement Après avoir hésité et réfléchi longuement, bien sûr, même si je crois malheureusement que nous n'avions plus d'autre choix vu aujourd'hui l'ampleur du conflit. Je pense, ce que je regrette, c'est qu'on en soit évidemment arrivé là. Je pense qu'il y a eu peut-être des opportunités ratées de permettre une désescalade, si je puis me permettre ce terme. Mais bon, dans l'état actuel des choses... Vous avez mené une négociation durant tout un week-end pour essayer de sortir de la crise, de trouver un accord. D'ailleurs, il avait une négociation qui avait abouti, puisqu'il avait retiré sa candidature en PACA. Lorsqu'on connaît le caractère et la personnalité de Jean-Marie Le Pen, je pense que c'était une concession importante pour lui, qui est restée sans suite, malheureusement, mais qui était de sa part, à mon avis, un geste fort. Vous êtes une des 42 000 adhérents du Front National. Vous allez voter. Est-ce que vous voterez sa suspension? Je vais voter pour cette... Je pense que je vais garder mon vote secret. Je ne sais pas si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. C'est-à-dire que vous hésitez encore, quoi. J'hésite encore, voilà. Mais c'est vrai que dans ces statuts, il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas uniquement la suppression de la présidence d'honneur. C'est un mélange que vous déplorez. Est-ce que vous déplorez ce mélange? Il y a beaucoup de choses. Je pense que les Français et les adhérents du Front National en particulier savent parfaitement que la présidence d'honneur est comprise. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement... On noie dans les statuts, madame, dans la réforme des statuts, l'éviction définitive de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'il n'y aurait pas fallu poser directement la question, comme l'aurait souhaité d'ailleurs Jean-Marie Le Pen? Il y a eu un débat là-dessus. Il y a eu un débat. En effet, moi, spontanément, j'étais peut-être plutôt pour extraire cette question et la mettre à côté, justement pour éviter de mettre, de pas permettre un vote bloqué sur l'intégralité des statuts, parce qu'il y a des choses très positives dans ces statuts. Il y a une modernisation, et c'est vrai que du coup, beaucoup de gens risquent de se prononcer exclusivement là-dessus au détriment du reste des statuts. Après, je le comprends, et finalement, c'est ainsi, mais parce que ça permet, si vous voulez, de ne pas se concentrer exclusivement sur cette suppression qui, en effet, est un levier de tristesse et qui est douloureux pour l'intégralité des adhérents, mais d'inscrire ça aussi dans une modernisation nécessaire des statuts. Alors, il y a tout un chapitre, voire un livre sur Jean-Marie Le Pen qui se termine. Et peut-être la dernière phrase, est-ce qu'il faut aller jusqu'à l'exclusion de Jean-Marie Le Pen? Non, je pense pas. Je pense pas. Ce serait, à mon avis, un signal extrêmement négatif. Déjà, c'est allé très fort et très loin. Et je dois dire que je pense que ça a été très compliqué pour Marine Le Pen de prendre cette décision. Ça a été certainement aussi douloureux. Je crois que, très honnêtement, supprimer la présidence d'honneur et l'influence de Jean-Marie Le Pen au sein des instances exécutives m'apparaît suffisant. Je crois que c'est pas la peine d'aller jusqu'à l'humiliation de l'exclure du mouvement. Vendredi, Marine Le Pen a déclaré, je la cite, « Compte tenu des horreurs qu'il a pu dire, objectivement, il aurait pu être exclu. » C'est-à-dire qu'il pourrait être exclu. Pas pour vous, mais qu'il pourrait être exclu. S'il avait dû être traité comme un adhérent lambda, parfaitement lambda, oui, il y aurait pu y avoir motif d'exclusion. La différence, c'est que Jean-Marie Le Pen n'est pas un adhérent lambda, il est président fondateur du mouvement. Des horreurs qu'il dit lesquelles, vous savez? Écoutez, vous connaissez, ça fait 3 semaines maintenant que le feuilleton dure, qu'on a un échange d'amabilité par médias interposés. On ne va pas refaire toute l'histoire, vous les connaissez. Non, mais vous acceptez tout l'héritage. Les horreurs en question. Mais là, c'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le sujet. C'est simplement que moi, j'ai essayé au minimum de pas mettre de l'huile sur le feu et de rajouter du commentaire sur les commentaires. Je reviens sur la question de Jean-Pierre Elkabbach. Est-ce que vous assumez tout l'héritage de Jean-Marie Le Pen qui incarne les 40 ans de l'extrême droite française depuis la fondation de Je ne considère pas que Jean-Marie Le Pen soit d'extrême droite. Il s'en est d'ailleurs toujours défendu. Si le Front National était un parti d'extrême droite, je n'y serais pas, comme Marine Le Pen n'y serait pas. Et puis l'extrême droite, ça répond à une définition précise. L'antiparlementarisme, l'autoritarisme et la doctrine basée sur la race. C'est des critères de sciences politiques et objectivement, le Front National ne répond pas à ces critères. Il a eu l'occasion durant toute sa vie de s'exprimer sur ces sujets et il a quand même aussi créé ce parti puisqu'il en est président fondateur avec des représentants directs de la tradition de l'extrême droite française. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Il a rompu très rapidement, enfin pas refaire l'histoire d'une Front National. Non, mais juste préciser par rapport à vous et vos générations. On est quand même, maintenant, on est quand même passé à autre chose. Mais bon, on pourrait avoir un très très long débat là-dessus, mais il y a quand même des critères objectifs auxquels le Front National ne répond pas sur l'extrême droite. L'entretien de Rivarol, c'était une rupture avec l'extrême droite. L'entretien de Jean-Marie Le Pen à Rivarol était une rupture avec Et précisément, cela a été très fortement condamné et reproché. D'ailleurs, et pendant très longtemps, Jean-Marie Le Pen a été en rupture avec Rivarol. C'est pour ça que c'est d'autant plus incompréhensible. On ne va pas revenir sur. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Non, mais ça, elle a dit, mais la question était légitime. Simplement, aujourd'hui, lorsque vous allez voter certainement pour la mutation, la modernisation de ce parti, au fond, on se demande, pour que ce parti soit normal, est-ce qu'un jour il peut être dirigé par une personne qui ne s'appelle pas Le Pen ? Évidemment, bien sûr. Enfin, c'est même permis par la procédure d'élection du président. Le fait est que y a une histoire en effet un peu particulière entre le nom de Jean-Marie Le Pen et le parti. C'est ainsi. Ça donne-t-il des chances ? Ça n'est pas pour autant. Je vais vous répondre. Ça n'est pas pour autant que Marine Le Pen est moins légitime. Elle a été élue face à Bruno Gollnisch la première fois, puis après, en effet, parce qu'elle était seule candidate. Mais la procédure permet en effet d'avoir d'autres candidats. Est-ce que M. Philippot, dont Jean-Marie Le Pen dit qu'il est le vrai patron du FN, pourrait un jour être patron du Front National, président ? Pourquoi pas, par exemple. Je ne crois pas du tout que ce soit à l'ordre du jour et qu'il le souhaite, car je crois qu'il suit Marine Le Pen, mais pour autant, la procédure le permet. La procédure le permet parfaitement. Lui, apparemment, il s'y régale, parce que son obsession, c'est de se débarrasser de Jean-Marie Le Pen, est en train d'y arriver. Je vais vous dire franchement, je veux bien vous parler de la modernisation, de la démocratisation du parti. Je ne vais pas revenir. Non, mais voilà, je vais pas revenir sur les commentaires des uns et des autres. Ça m'intéresse pas. Il y a un commentaire quand même que vous nous avez fait qui était assez amusant. Vous avez dit, je crois qu'il y a une aristocratie Le Pen. Donc, alors, j'ai pas dit ça, figurez-vous. D'ailleurs, je me suis un peu accrochée avec le journaliste à l'époque, car ce sont pas des mots qui viennent de moi, du tout. C'était quelque chose que je lui avais rapporté, que j'avais entendu une fois, et c'était pas tout à fait la phrase exacte. Mais je trouve que
c'était en effet un peu prétentieux. Je ne me serais pas permis de dire ça du tout. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui fait que quand on est un Le Pen, finalement, on est plus appelé à prendre des responsabilités politiques du fait de cette famille, de cette descendance Non, je crois que la famille Le Pen n'échappe pas à un classique du genre qui veut que les passions des parents se transmettent aux enfants. Et que donc on transmet la passion de la politique aux enfants et que certains émergent et s'impliquent au sein du mouvement, mais pas plus et pas moins que dans d'autres grandes familles politiques françaises. Une passion dévorante même, parce que c'est quand même assez violent quand même. C'est une passion dévorante, parce que c'est quand même assez violent quand même, la politique au sein de la famille Le Pen. Enfin, pas plus qu'ailleurs, croyez-moi. Je crois que c'est très si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les autres partis politiques, très honnêtement. Allez, vous lancez votre campagne pour présider la région PACA à partir du juillet, et vous dites que vous la voulez moderne, active, dynamique. Le contraire, c'est inquiétant en même temps. Ben ouais, je ne vois pas dire elle est vieillotte, passive et poussive. Bon, moderne en quoi? Active en quoi? Dynamique en quoi? Par rapport à quelqu'un d'expérience comme Christian Estrosi. Déjà, je crois que notre grande force, c'est que nous allons incarner la nouvelle génération politique. Parce que quoi qu'on en dise, la génération socialiste ou celle même de l'UMP, ce sont les mêmes têtes d'affiche qui ressortent. Une génération qui est un peu sclérosée, qui a du mal quand même à incarner ce renouvellement, justement parce que vous venez de le dire, parce qu'ils ont eu des mandats successifs, avec des bilans d'ailleurs dont on pourrait parler, et qui fait qu'à mon avis, ils incarnent difficilement ce renouveau. Ça va être aussi une question de méthode, une façon de mener la campagne. Je pense que nous allons faire beaucoup de meetings de rue, aller là où on ne nous attend pas nécessairement, dans le fond de la ruralité. Actif et soutenu et peut-être respecté par les Niçois. Non mais d'accord, mais je vois pas le rapport avec la gestion de la mer de Lille. Je vous dis que ça va être dynamique parce qu'on va être beaucoup sur le terrain, on va aller sur des sujets où on ne nous attend pas nécessairement, avec des formes de campagne qui sont assez originales. C'est quand même un exécutif pour diriger près de 5 millions de personnes, un territoire immense, très reconnu dans le monde. Quel projet vous avez pour cette nous sommes justement en train de travailler dessus. Je suis en plein dans la logistique de campagne. Les cellules commencent déjà par domaine à réfléchir au programme. Ce qui est sûr, c'est que je pense que nous allons principalement axer cette campagne autour du développement économique, qui est la compétence phare bien sûr de la région, et donc par conséquent aménagement du territoire, route, transport, qui est l'une des conséquences, mais aussi la question de l'identité, de la fierté des terroirs, de la mise en avant de tout ce savoir-faire. Quand le maire de Nice dit assez vite, il y a une 5e colonne en France, quand il dit c'est l'islamo-fascisme qui est en train de se développer, vous êtes en décalage avec lui ou il va plus vite que vous? Déjà, ce qui est amusant, c'est qu'ils reprennent les mots d'Éric Chauprade, qui a fait tant polémique à l'époque. Un collaborateur moi, je pense que ce que va vraisemblablement essayer de faire Christian Estrosi, c'est de faire de la surenchère à droite. Certainement d'ailleurs pour pallier ces retournements de veste idéologiques à répétition, parce qu'il en est quand même... il est resté toujours dans Oui, mais ça n'est pas incompatible, manifestement, à l'UMP. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va en effet essayer d'enfermer cette régionale dans un duel entre le Front National et lui, forcément, puisqu'il a été mandaté exclusivement pour ça. Quand même, souvenons-nous qu'il n'aurait pas été candidat si je n'avais pas été candidate. C'est pour lui un tremplin vers les primaires. La région n'est pas une fin en soi. Il avait même d'ailleurs dit que la région ne servait à rien. Il n'est pas en train d'assécher vos propres arguments? Non, parce que moi, je vais absolument pas rentrer dans cette surenchère. Je trouve ça grossier. J'ai une ligne qui est la même depuis toujours. J'ai pas besoin d'en faire des tonnes pour me justifier. Les propos que vous avez cités et qu'il a utilisés